L'Union européenne, d'une certaine manière, le temps qui a été pris pour la conception d'une deuxième stratégie, puisqu'il s'agit de la deuxième en réalité dans l'histoire de l'Union, c'est-à-dire qui s'est constituée avec la montée progressive des compétences de l'Union en matière de politique de défense et de sécurité, et qui finalement a trouvé sa première manifestation après la guerre d'Irak, quand M. Solana, haut représentant pour la politique étrangère et la sécurité et secrétaire général adjoint du Conseil européen, a proposé finalement que l'Union européenne commence à essayer de penser le monde et ne soit pas finalement l'observateur passif de politiques américaines, et dans le cas particulier d'une politique américaine qui s'était révélée agressive et qui allait avoir des conséquences dont on allait peser le résultat jusqu'à aujourd'hui. Donc, une première stratégie qui reprend en fait les thèmes de l'époque, 2003, 2004, c'est quoi? C'est la prolifération des armes de destruction massive, c'est le début de la montée du terrorisme après le 11 septembre, c'est finalement un espace d'incertitude qui, entre le Moyen-Orient et l'Est européen, commence à refaire parler de lui alors que l'on pensait que la paix perpétuelle était quasiment garantie après la chute de l'Union soviétique. Et d'une certaine manière, ce que voulait montrer Solana à travers ça, c'était que l'Union européenne était devenue un acteur majeur de l'espace monde et qu'il démontrait à travers cette stratégie explicite, ce qui n'est jamais facile à faire lorsqu'on est 27, 28 États membres. Donc, cette façon d'expliciter sur le papier une stratégie montrait que l'Union avait pensé à la fois son dedans et son dehors et le faisait savoir. Seulement, ces 13 ans qui se sont succédés ont été particulièrement délicats parce que l'Union européenne a connu en même temps, pardonnerai d'utiliser cette formule macronienne, une crise majeure à l'intérieur et de nouveaux développements de crise à l'extérieur. Et ce qui a fortement marqué la capacité de l'action européenne, c'est la crise mondiale financière et économique. Cette crise qui va commencer en février 2007 va être reconnue au printemps 2008 et qui va rentrer dans sa pleine et entière dolorosité à partir de 2009, va faire qu'un certain nombre de pays européens vont être écrasés par cette machine à broyer que sera le tsunami financier mondial. La Grèce, l'Irlande, l'Espagne, un peu l'Italie, donc des pays, la Pologne, qui vont être mis à genoux, et pour certains, non seulement mis à genoux, mais passés aux fourches codines de la réglementation européenne, c'est-à-dire le devoir de rembourser, le devoir de réformer les finances pour pouvoir survivre, etc. La crise grecque est un archétype de cela, où l'Union européenne demande des comptes à ses États membres pour les aider à survivre. Donc pendant cette période à la fois de douleur et de reconfiguration, il était extrêmement difficile pour l'Union européenne de se repenser elle-même dans sa projection internationale, c'est-à-dire sa politique étrangère et de sécurité. Mais entre-temps, beaucoup de choses s'étaient produites puisque la montée du terrorisme était allée croissante, les crises s'étaient succédées, les printemps arabes, ou en tout cas appelés comme tels la première année, Tunisie, Égypte, Syrie, etc., Libye, se traduisaient soit par un effondrement des États eux-mêmes, la Libye, soit par une montée du terrorisme, soit par des crises politiques majeures, l'Égypte, premier gouvernement Morsi, contre-révolution égyptienne et rétablissement d'un ordre politique dans ce pays, et la guerre civile syrienne, qui au départ est une guerre civile de type classique où des acteurs s'affrontent à l'intérieur et qui devient très vite à la fois une crise internationale parce que des acteurs régionaux et internationaux s'en mêlent et que Daesh, l'État islamique, trouve dans la crise syrienne la possibilité de faire monter
je dirais, cet appel d'air pour un terrorisme international, pour une révolution même internationale, à partir de laquelle tous les jeunes de tous les pays sont appelés à venir y contribuer. C'est cet environnement-là que l'Union européenne connaît, et surtout, rappelons aussi l'élément central, c'est qu'à l'Est, l'autre élément central, la crise ukrainienne renvoie au relent de guerre froide, l'affaire du Donetsk, l'annexion de la Crimée, et tout d'un coup, on se rend compte que l'espace que l'on croyait apaisé et définitivement stabilisé de l'Est européen devient une zone de crise majeure dans laquelle la Russie, désormais, donne des coups de boutoir parce qu'elle considère que sa politique, à elle, n'est pas reconnue comme telle ou suffisamment prise en compte par les États membres européens, et donc elle le manifeste à sa façon, c'est-à-dire par l'usage de la force et de l'annexion. Donc, ce qui fait que les autorités européennes vont avoir beaucoup de mal à réussir à formuler une nouvelle politique, et c'est ce que va réussir à faire Mme Mogherini, qui sera la troisième haute représentante de l'Union en matière de politique de défense et de sécurité après Mme Ashton, c'est-à-dire réussir à produire un texte qui sera la vision que les 28 États membres vont réussir à avoir de l'extérieur et aussi de l'action qu'ils doivent développer pour faire face. Alors, c'est un texte dense, c'est un texte de 50 pages qui, en réalité, se révèle une formidable analyse de l'état du monde. Il ne manque rien, pas un bouton de guêtre, pas une crise, pas une guerre, pas un risque majeur environnemental, industriel, etc. Tout y est. Je vous montre ce document à la caméra. Il faut qu'il soit lu par tout le monde parce que c'est un document très important qui fixe finalement le cadre général de l'action de l'Union européenne pour un certain nombre d'années. Et si l'on tient compte du fait que c'était il y a 13 ans le dernier, ça peut durer un certain temps pour celui-ci aussi. L'exercice est très difficile. Donc, dans ce texte, vous avez quoi? Vous avez ces menaces, ces risques tous exposés, et vous avez un certain nombre de pistes pour l'action qui sont développées par l'Union européenne. Alors, c'est là où le bât blesse, c'est sans doute autant le texte est un très bon état des lieux du risque et des menaces, autant les pistes pour y faire face sont faibles. Que faut-il faire d'après l'Union européenne? Faire du multilatéral? Bon, on n'a pas besoin d'entendre l'Union européenne pour le savoir. Faire de la résilience, mais est-ce que la résilience est une politique? Vous avez le terme résilience à peu près toutes les 10 lignes, j'exagère, mais en tout cas extrêmement présent dans tout le texte. Mais ce qu'on demande aux sociétés d'être résilientes n'est pas forcément ce qui doit relever d'une politique dynamique de l'Union. C'est un état passif à partir duquel on se reconstruit. Mais la résilience est un élément central. Et dernier point, last but not least, ce terme absolument qui est pour moi merveilleux, qui dans la version anglaise s'appelle le join up, et qu'en français est traduit par concertation, eh bien nous devons nous concerter. C'est-à-dire que nous avons beaucoup d'occasions de pouvoir nous concerter, et l'Union européenne doit se concerter, les États membres doivent se concerter, et l'Union européenne doit se concerter avec le reste du monde. Voilà un peu, si vous voulez, très brutalement, un peu méchamment illustrer le texte, mais la déception vient que d'une analyse si bien posée, les pistes de l'action de demain n'apparaissent pas. Or, l'Union européenne, en réalité, en met une en avant. Et celle-là est très importante. L'élément central, finalement, qui caractérise l'idée d'un succès potentiel à venir de l'Union européenne, c'est l'accord nucléaire passé avec l'Iran. Et là, vous allez le trouver dans ce texte à très nombreuses reprises. On va le faire valoir comme étant ce que l'Union européenne a réussi à faire et faire de mieux ces dernières années, ces années de crise interne et externe dont nous parlions, et qu'à travers ce que l'Union considère comme le soft power européen, c'est-à-dire la capacité d'influence sur les États-Unis, sur l'Iran, sur l'Agence à l'énergie atomique, eh bien, nous avons là un outil, finalement, qui démontre son efficacité. Et les institutions européennes, finalement, s'auto-justifient de leur efficacité en politique étrangère et de sécurité à travers le succès de l'accord.
Ce qui veut dire que lorsque M. Trump va dénoncer l'accord, c'est tout un pan de la politique étrangère, et peut-être même le principal de la politique étrangère et de sécurité de l'Union qui disparaît. Alors, bien au-delà du texte de la stratégie globale, si vous reprenez les déclarations en matière de politique étrangère et de sécurité qui se sont déroulées depuis 2 ans autour de l'action de Mme Mogherini et de la Commission européenne, vous allez noter, et des commissaires compétents, vous allez noter que l'accord est rappelé tout le temps. Il n'y a pas un discours de Mme Mogherini dans lequel l'accord n'est pas signalé comme étant une action majeure, etc., qu'il doit être préservé à tout prix, etc., etc. Et au fur et à mesure, d'ailleurs, que M. Trump, à peine élu, a commencé, et même avant qu'il ne le soit, a commencé à annoncer que la remise en cause de cet accord devenait inéluctable pour lui, les autorités européennes en ont rajouté des couches en matière de communication. Inacceptable, impossible, nécessaire, vital. Alors, est-ce de l'invocation dans l'attente d'une fatalité? Il y a sans doute de ça, parce que, bien entendu, la question qui est posée aujourd'hui, en dépit des déclarations qu'a pu faire le président de la République française, d'autres chefs d'État et l'Union européenne prises globalement, c'est quels sont les moyens d'action que l'Union européenne pourrait développer pour contrebalancer à minima la décision américaine. Le problème, c'est que nous n'en voyons pas. D'abord, si nous prenons, le tour de table des conseils européens, il n'est pas sûr que tous les États membres soient forcément sur la même longueur d'onde sur la nécessité de maintenir ou pas l'accord, et donc plus enclins à aller dans la voie américaine. Malgré le Brexit et le départ des Britanniques qui, eux, défendent l'accord, ce qui est un paradoxe de ce point de vue-là, on est à front renversé par rapport à la guerre d'Irak de 2003, nous avons plutôt certains États membres qui sont sur une position, pour ne pas dire médiane, voire opposée au maintien de ces sanctions, au maintien de l'accord. Donc aujourd'hui, nous avons une Union européenne qui affiche une détermination sans faille sur la protection, le maintien et la poursuite de l'accord. Sauf que comment voulez-vous maintenir cet accord si les entreprises européennes sont soumises au droit américain et son caractère impitoyable en mesure de sanctions pour ceux des entreprises commerçants aux États-Unis qui décideraient de continuer à travailler avec l'Iran. Et c'est là où le bât blesse, si vous voulez. Nous avons un système totalement déséquilibré, là où les États-Unis ont des capacités justement de rétorsion et de sanctions liées à leur économie et au fait que les entreprises mondiales ont besoin de l'économie américaine pour vivre, à l'exclusion de quelques autres, et une Union européenne dont la capacité à répondre entre guillemets, physiquement aux menaces américaines est finalement réduite à pas grand-chose. Parce que risquer d'aller se couper du marché américain, personne n'a envie d'en prendre le risque. Et regardez Total aujourd'hui qui, malgré son investissement très fort là, ces derniers temps sur l'Iran, est en train de rétropédaler parce que l'exemple de la BNP, pour le citer que cette entreprise française, là, BNP Paribas, a été là pour expliquer que c'est à coups de milliards que les Américains feraient plier les genoux des plus réticents. Et quand vous voyez les dernières déclarations américaines en disant que l'intention américaine est bien de mettre à genoux l'Iran économiquement pour lui couper les ailes comme puissance régionale sur l'espace moyen-oriental et au-delà, nous voyons bien que nous rentrons dans un bras de fer d'une extrême dureté. Et de ce point de vue-là, malgré la bonne volonté affichée par Mme Mogherini et tous les dirigeants européens pour la survie de l'accord, nous ne voyons pas comment il peut tenir sur la durée. Les Russes et les Chinois ne suffisent pas à soutenir à bout de bras l'économie iranienne et les entreprises européennes n'iront pas se faire massacrer par les États-Unis pour
défendre d'accords extrêmement fragiles aujourd'hui. Donc voilà, la grande difficulté, si vous voulez, et cette leçon que nous donne l'affaire iranienne, c'est que l'Union européenne voit les limites de son soft power arriver. Et que donc, d'une certaine manière, le fait de dire « je suis une puissance sans armes, mais grâce à mon économie et à mon dynamisme, j'impose un modèle au reste du monde qui s'avère efficace, pertinent et qui peut changer les choses », parce que c'était ça l'idée de l'accord. Ce modèle-là s'avère effrité, voire très largement remise en cause par les faits et la brutalité des faits de la réelle politique. Et les États qui disposent à la fois du hard et du soft power démontrent leur efficacité aujourd'hui, à un moment où les relations internationales se tendent comme elles ne se sont jamais tendues jusqu'à ce jour. La Russie l'avait démontré dans l'affaire du Donetsk et en Syrie et de la Crimée. Les États-Unis sont en train de le démontrer sur la question de l'Iran. Aujourd'hui, les rapports de force sont devenus des rapports de force brutaux, portés par ou appuyés sur la chose militaire quand il en est besoin, ou sur une capacité à user de la violence économique, financière et politique si on n'utilise pas le choix des armes. Donc nous sommes rentrés aujourd'hui très clairement dans une nouvelle ère, et la grande question, et je m'arrête là, c'est justement l'Union européenne de demain. Quelle politique, quelle capacité à se projeter? On voit que le président Macron, comme candidat, puis comme président, en a fait une affaire personnelle. Il croit à la destinée de l'Europe, il croit profondément. Il va falloir désormais être capable de trouver les voies et les moyens d'une politique recombinée, mais il n'est pas du tout sûr que l'Union européenne, telle qu'elle existe maintenant, dans sa forme et dans ses institutions, soit le format adapté à son renouveau.